ce plateau de l'autre côté pour nous présenter les grandes lignes de l'actualité des 18h. Moïse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher Ochokoum, merci. Bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Le bras droit de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Kalenda Skadela, a été interpellé ce mardi à l'aéroport international d'Ndjili par l'Agence nationale des renseignements alors qu'il voulait se rendre à Lubumbashi avec son leader. Et pour soutenir les processus électoraux, la dynamique progressiste conduite par les présidents du parti Nojek, Constant Moutamba, a pris d'assaut les artères de la ville pour une marche pacifique qui soutient les bureaux de la centrale électorale et les processus électoraux pour des élections dans les délais. Et puis après une panne sévère ayant plongé la ville des Caminants longtemps dans les noirs, la centrale des Kiloubi vient d'être remise en marche. La base militaire est déjà alimentée. La partie du câble mer volé retient dès quelques jours l'alimentation de tous les chefs-lieux du Haut-Lomami. Et puis en Afrique, l'homosexualité est interdite en Ouganda. La loi promulguée lundi 29 mai par les présidents Yoweri Museveni dispose que quiconque particulier ou organisation promue sciemment l'homosexualité écope jusqu'à 20 ans de prison. Profondément troublé par la validation de ces textes, les États-Unis envisagent des sanctions contre l'Ouganda. Tous ces titres vous seront développés bien sûr à la grande édition des 19h par Nathalie Yoko. Mais pour l'instant, Christopher Ochokoum est de l'autre côté du plateau pour la continuité des Kinshasa Direct. L'actualité reste continue. Le professeur Pierre Kassengedia est avec nous sur ce plateau, comme je l'ai annoncé il y a déjà quelques minutes. Vous savez qu'il est docteur en informatique et nous sommes très curieux de savoir ce qu'il va nous dire sur ce système de géolocalisation qui a été lancé par le ministère de l'EPST ici en République démocratique du Congo. C'est une nouveauté et on sait qu'il est un amoureux de nouveautés technologiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, écoutez, moi je vais m'expliquer comme expliquerait la grand-mère à ses enfants. Je vais m'expliquer d'une manière très simpliste. Je n'aime pas complexifier la science, puisqu'après tout, la vie est compliquée. Il faut qu'on parle des choses d'une manière simpliste. Si nous avons un objet, qu'est-ce que signifie localiser un objet? Localiser un objet, c'est connaître sa position par rapport à un autre objet. Et nous savons, depuis l'école primaire, si nous voulons connaître la position d'un objet, nous devons avoir des repères, des axes. X, des abscisses et Y. C'est par rapport à ces axes-là. Mais Dieu a créé pour nous des axes. Le premier axe, la ligne qu'on appelle équateur. Deuxième axe, il y a la ligne qu'on appelle des méridiens, notamment les méridiens de Greenwich. Celui qui passe vers la grande horloge de Londres. Alors, aujourd'hui, il y a moyen de connaître la position de n'importe quel objet avec les coordonnées GPS. GPS, cet acronyme signifie Global Positioning System. C'est-à-dire la position de l'objet par rapport à l'équateur, en angle, c'est une position angulaire. Position de l'objet par rapport au grenier de Greenwich. Position de l'objet par rapport à l'équateur, on doit dire est-ce que c'est au nord ou au sud en donnant l'angle. Par rapport au milieu de Greenwich, pour nous, nous sommes déjà à l'est. Et aussi, il y a position de l'objet par rapport à la mer. Car le niveau de la mer, c'est le niveau 0. Maintenant, comment est-ce qu'on peut déterminer cela? Les Américains ont installé une constellation de satellites qui sont sur des orbites géostationnaires, qui communiquent avec des terminaux GPS. Par exemple, nos téléphones, ce sont des terminaux GPS. Et ces terminaux, ils communiquent avec plusieurs satellites. Je ne vais pas entrer dans les algorithmes, ainsi de suite, voilà. Et ça va donner la position de là où vous êtes. Parce que comme vous dites que vous expliquez comme la grand-mère. Oui. C'est pour ça que j'aimerais comprendre l'opportunité. D'où est venue l'idée au ministère de l'EPST, parce que j'ai cru vous voir dans la salle au moment du lancement, VPM Caméré, ministre et tout ce que vous voulez. D'où est venue l'idée et l'opportunité de géolocaliser les établissements scolaires aujourd'hui? Bon,
je vais vous expliquer l'opportunité. Bon, ce qui est vrai, je ne suis pas dans le projet, mais j'ai voulu d'abord que nous comprenions comment ça se passe. Ça se passe suite à l'existence des satellites et l'existence du réseau cellulaire, qui fait que mon terminal qui a cette coordonnée, il peut envoyer ça vers un réseau cellulaire et ça peut être stocké dans une base de données de ce qu'on appelle système d'information géographique. Maintenant, l'important c'est quoi? Mais la gestion, non? Vous savez, si vous voulez, bon, je ne suis pas dans les secrets du projet, hein, mais je me dis simplement ceci, que, vous savez, aujourd'hui, avec le plan national stratégique pour le développement du numérique, qui a été édicté par le président de la République en octobre 2019, dont je suis un des panélistes, hein, et il a été dit ceci, que le numérique doit être le levier de la croissance économique, du développement de notre pays. Alors, ce qui fait que tout ministère qui se respecte doit fournir des efforts pour que ce qu'il fait puisse intégrer et l'automatisation et la dématérialisation. Puisque l'automatisation veut dire quoi? Veut dire simplement que nous travaillons de façon à pouvoir prendre des décisions à temps. La dématérialisation veut dire simplement que nous voulons éviter toute la paperasse, un peu avoir des informations qui seront stockées et qui seront un peu pérennes. Donc, je vois ça dans le cadre pour mieux gérer les établissements. Mais avant que cela n'arrive, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle faille, à quel problème on s'exposait sans ce système? Bon, écoutez, vous savez, dans la vie, il faut faire un choix. Hein? Sans ce système, puisque je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle les plans numériques stratégiques, les plans stratégiques nationaux pour le développement du numérique. Le président demande à chaque ministère, ce qui fait que naturellement, un jour, ils seront quand même, on va évaluer ce qu'ils font. Mais si on regarde que vous n'avez pas changé votre façon de travailler, vous travaillez avec les anciennes méthodes, c'est-à-dire des procédures manuelles. Si on voit qu'il n'y a pas un effort d'automatisation, en ce moment, vous serez quand même mal coté. Moi, je pense que c'est que son Excellence, Monsieur le ministre de EPSP, est en train de faire. Il est simplement en train de faire un effort pour automatiser sa gestion et pour dématérialiser. C'est tout. Là, on est dans le secteur éducatif. C'est Oui. vrai que ça a été important. J'ai quand même suivi les reportages ici, comment ça a été, et même votre explication de tout à l'heure. Alors, j'aimerais, à votre avis, en tant qu'expert en la matière, quand vous regardez le gouvernement, quand vous regardez les différents secteurs de la vie, après les PST, qui devrait emboîter le pas? Quel secteur et comment aborder la question? Bon, naturellement, il ne m'appartient pas de le dire. Oui, mais Je suis convaincu. Je sais par exemple que chez nous, au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, notamment avec le programme que Son Excellence a introduit de la bibliothèque numérique. Hein. C'est aussi toujours un effort de notre ministère de l'ESU pour que nous puissions travailler dans le sens de la numérisation. Mais je pense que tout ministre qui se respecte doit faire un effort pour que son secteur avance vers... Il y a des secteurs où ça peut encore aller, peut-être. Mais quel secteur, à ce jour, on ne peut plus tolérer le travail à la main, hein, des documents Moi, je pense que cette question, il faut même poser ça au Premier ministre. Hein, puisque le Premier ministre qui dirige les différents ministères, c'est à lui d'apprécier. Moi, je dis seulement, puisque après tout, vous savez, j'ai toujours dit ceci. Quand vous dirigez, je pense, un manager qui se respecte, il doit chercher à apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il fait. Si vous êtes un manager et que vous ne faites pas, vous n'apportez pas une valeur ajoutée par rapport à ce que vous faites, en tout cas, c'est que vous n'êtes pas un véritable manager. Mais le pays est quand même resté en arrière depuis bien longtemps. On a déploré ces systèmes. Parce que quand vous le dites, même au niveau des universités, enseignements supérieurs universitaires, l'on est encore en train de faire des efforts, qu'on n'est pas encore arrivé. C'est un peu choquant en 2023 pour un si grand pays. Bon, vous savez, je ne suis pas venu un peu... tout ce que moi je peux dire, hein, vous savez, chaque secteur a ses problèmes spécifiques.
Et puis, nous devons aussi reconnaître que nous avons eu des moments très difficiles. Il y avait Covid-19, il y a beaucoup d'éléments indépendants de notre volonté qui ont agi un peu contre le courant, notamment même la guerre à l'Est. Tout ça. Mais je crois que chaque ministère est en train de fournir des efforts. Et puis nous avons aujourd'hui le ministère du numérique. Qui... C'est quelque chose qu'il n'y avait pas à l'époque. Oui, qui est en train de travailler. Et puis nous avons aussi l'agence nationale, l'ADEN, l'agence de développement du numérique. C'est une structure qui est attachée au président de la République et dont son rôle, c'est un peu de faire, c'est un peu comme une sorte de catalyseur, pour que les différents acteurs, les différents ministères, les différents secteurs qui peuvent apporter une valeur ajoutée dans le plan stratégique puissent bouger dans le sens de faire avancer les choses. Parlons de la main-d'œuvre, c'est-à-dire les cerveaux que l'on a contactés pour mettre en place tout ce système. Est-ce que l'on a eu besoin de la main-d'œuvre congolaise ou on allait chercher ailleurs? Bon, moi je ne sais pas. Parce que vous avez dit que vous n'aviez pas été associé. Non, écoutez, nous sommes quand même beaucoup d'informaticiens, beaucoup de professeurs. Ce n'est pas obligatoire que nécessairement je puisse être associé. Mais tout ce que moi je peux vous dire, puis je suis quand même professeur dans le domaine des génies informatiques et télécommunications, et j'enseigne quand même dans, je peux dire, dans des facultés élitistes de ce pays. En tout cas, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de vous parler, nous avons des experts dans tous les domaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes mercredi, n'est-ce pas? Mardi. Hier, 30. Hier, il y a eu une conférence à l'Université catholique du Congo, là où j'ai intervenu aussi c'était dans le cadre de la cybersécurité. Et j'étais positivement étonné de voir que sur les 4 intervenants, à part mon collègue l'éminent professeur Kodjo, qui avait intervenu, il y avait 2 jeunes qui sont nos anciens étudiants et aujourd'hui qui sont des très grands experts dans le domaine de la cybersécurité. Moi, j'ai toujours dit, et j'ai nécessité d'aller dire, qu'au Congo, nous avons des spécialistes qui peuvent tout produire. Avions, camions, tout ce que vous voulez. Et j'aimerais vous le dire aussi, les machines à voter. Puisque quand vous présentez les machines à voter, souvent on dit que les machines à voter ont été implémentées en Corée du Sud. Mais en réalité, les caractéristiques techniques de l'architecture de l'ordinateur, les schémas logiques des applicatifs, ce sont nos anciens étudiants qui ont conçu cela. Diplômé du département mathématiques et informatique de la faculté des sciences uniques, là où j'enseigne, et c'est de l'ISTA aussi. Donc, et ça, c'est l'ancien président Nanga, lorsqu'il nous a reçus, c'est lui qui nous a expliqué, et il nous a dit ceci, les diplômés que nous formons ici n'ont rien envié de ceux de plus grandes universités du monde, puisque nous les recevons ici. Donc, enlevons un peu le petit complexe que nous avons quand il y a des experts. Vous savez ce qui se passe? Souvent, on invite des experts de l'extérieur, ils arrivent, ils sous-traitent encore le dossier chez nous. Moi, j'ai traité beaucoup de projets, des Américains, des Français. Bon, mais ils sont obligés de recourir à vous parce que vous maîtrisez les réalités au-delà de la science. Mais la science, elle est universelle. Mais... Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous avons aussi les petits complexes du blanc. Il faut le reconnaître. Nous tous, en commençant par moi-même. Quand on voit les blancs, on dit qu'ils connaissent. Quand on voit les républicains, non. Puisque j'ai eu la chance, je suis docteur en ingénieur de l'Université polytechnique de Bucarest, Roumanie. J'ai étudié avec... j'avais des collègues européens. Mais il y a des moments à l'examen où des collègues me disaient non, Motumbe. Puis là-bas, il dit Motumbe, attends un peu, tu vas venir après. Tu comprends? Donc, moi, je pense que lorsqu'il y a des projets, qu'on cherche d'abord ici au niveau local. Puisque quand vous cherchez à l'extérieur, mais ça fait nous faisons à ce que ceux de l'extérieur soient plus forts et plus riches que nous. Et je ne peux pas entrer en détail,
Mais tout ce que je vous dis, que souvent, pour beaucoup de projets, les gens viennent, ils nous donnent à nous autres, nous travaillons, à nous autres, ils donnent ce que les Quinois disent faux lard, et le montant, et le prennent, ils rentrent chez eux, et ce n'est pas bien. Nous devons faire un effort pour soutenir le nôtre, pour que nous puissions nous développer aussi. Mais est-ce qu'en interne aussi vous êtes solidaire? Est-ce que vous vous passez les bons messages? C'est-à-dire par exemple que non, si telle personne vient, refusant jusqu'à ce qu'on recourt directement à nous. Est-ce que vous avez un ordre? Bon, moi je pense que ce qui est important, c'est seulement d'informer, non, de lancer l'offre. Hein, de lancer l'offre. C'est courant? Oui, parfois, mais seulement pour certains projets, il y a des arrangements qui sont faits à un certain niveau, ce qui fait que les experts viennent de l'extérieur, mais quand ils arrivent ici, parfois ils n'associent pas les autochtones qui connaissent les réalités locales. Hein, ce qui fait que, bon, au lieu d'avoir une solution qui répond aux besoins, mais ce sont des équipements que nous achetons. Or, nous ne devons pas acheter seulement des équipements, nous devons acheter des solutions répondant à nos besoins. Je prends l'exemple de la fibre optique qui a été installée entre Kinshasa et Mwanda par les CPT. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, lorsqu'on travaillait sur le projet, est-ce qu'on avait vraiment impliqué des experts congolais? Point d'interrogation. Hein? Souvent, quand il y a des projets, on prend des administratifs, on prend des cousins, on met, et après, les conséquences sont désastreuses. Oui, bien évidemment. Et ça ne profite pas au pays, d'ailleurs à personne, hein, de toutes les façons. En tout cas, merci beaucoup pour ces détails techniques, ces révélations. On est maintenant fixé sur cette importance de la géolocalisation. Dans le monde d'aujourd'hui, tous les services de l'État devraient se conformer, tel que vous l'avez dit. Oui, bon, je pense que il y a des efforts qui doivent être fournis aujourd'hui chez nous. C'est que nous devons travailler de façon à ce que nous ayons des informations fiables, des données fiables. Lorsque vous avez des données fiables, vous pouvez prendre de bonnes décisions et vous pouvez aussi aller vite. Et nous devons travailler de façon à qu'il y ait dématérialisation. Mais cela implique nécessairement, il faut aussi former des gens qui peuvent exploiter les technologies, et ainsi de suite. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Kassengedia. Vous êtes docteur en informatique et vous avez parlé de ce projet magnifique. Okay. On va passer à la politique, comme je l'avais annoncé tout à l'heure. Et c'est avec le bishop